Bonjour. Est-ce qu'on m'entend même si je ne suis pas assis? Ouais, on m'entend bien. Alors bonjour, merci de me donner la parole dans le cadre de cette journée d'études sur donc le transhumanisme et la monstruosité. Je prends la parole aujourd'hui pour explorer une question principale. Première question qui m'est venue à l'évocation de cette problématique, à savoir, le transhumain est-il un monstre? Avec une photo qui me permet de présenter rapidement l'iconographie de ma présentation. Nous avons donc ici Terminator, qui est un ami à moi et qui illustre bien l'homme-machine monstrueux, c'est-à-dire la parfaite mécanique assassine et sans âme et sans personnalité. Je précise que ce n'est pas un transhumain dans la fiction dont il est issu, c'est juste un robot tueur, mais ça illustre pas mal l'idée d'une machine monstrueuse. Donc, à l'évocation du thème de la journée, monstruosité, transhumanisme, j'ai un peu tiqué. Pas sur le transhumanisme, qui est un de mes sujets de prédilection en ce moment, mais sur le thème de la monstruosité. Et pour une raison qui est la suivante, c'est que la monstruosité me paraissait quand même un terme excessivement fort pour parler du transhumanisme. C'est vrai qu'en science-fiction, on a de très nombreux exemples de machines monstrueuses, de cyborgs ou d'androïdes capables de tuer sans âme, capables de faire des monstruosités qui se rapprochent donc de la figure du monstre. Mais pourtant, ça ne colle pas du tout sur cette image popularisée par la science-fiction, que ce soit la BD, le manga, le cinéma ou le roman. Cette figure classique du monstre, qui n'est pas la seule d'ailleurs, est pourtant contredite par le discours transhumain, ou transhumaniste, pardon, des transhumanistes réels, ceux qui ne sont pas dans la fiction, mais qui défendent les idées transhumanistes. Je parle ici de l'école américaine, qui est la plus connue, ceux de la Silicon Valley, donc notamment qui évoluent dans le cadre des grandes entreprises que sont les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, mais pas uniquement. Mais également de ce qu'on pourrait appeler, si tant est que ce soit le cas, l'école française, c'est-à-dire les transhumanistes de chez nous, ceux qui défendent l'augmentation de l'humain par la technique et la science. Je précise dès maintenant que je vais faire un abus de langage de manière permanente dans ma présentation en parlant d'homme augmenté. Contrairement à la présentation précédente, je ne fais pas de différence ici entre l'homme et la femme augmentée. L'homme et la femme augmentée, c'est la même chose pour moi ici. Et donc le transhumain et un homme ou une femme, c'est exactement pareil. Donc, l'homme augmenté, défendu par les transhumanistes, quel est-il? L'idée derrière ce courant de pensée, c'est que l'homme s'est toujours augmenté par la technique. Certains philosophes vont même, je crois que c'est Peter Sloterdijk, mais je ne suis plus sûr, vont jusqu'à défendre l'idée que c'est parce qu'il s'augmente par la technique que l'homme est homme, que l'humain donc s'élève au-dessus de la condition animale grâce au fait de maîtriser l'outil, le feu, et ainsi de suite. Le projet transhumaniste ne s'arrête pas à l'idée de maîtriser la technique et de poursuivre, par exemple, les avancées médicales, mais se propose de passer dans une ère, dans l'ère du post-humain, donc l'ère suivante dans l'histoire de l'espèce, grâce à toutes ces améliorations qui aujourd'hui commencent dans le champ scientifique à devenir des réalités, ou en tout cas dont le champ scientifique nous permet d'avoir une petite idée des possibilités, que ce soit en génétique, que ce soit en biologie, que ce soit dans tous les domaines que je ne maîtrise pas et que je ne vais pas forcément m'étendre ici à énumérer. Toujours est-il qu'il y a des possibilités scientifiques qui sont rendues aujourd'hui envisageables, qui ne l'étaient absolument pas dans les années précédentes, et dont on peut parler, qui nous permettent de rêver pour certains ou de cauchemarder pour d'autres à un avenir dans lequel l'humain serait augmenté pour devenir un post-humain et donc un humain supérieur. Donc on nous promet par exemple un petit catalogue d'évolutions possibles. Donc quand je disais l'homme s'est toujours augmenté par l'outil, donc 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous pouvez considérer toutes les images qui passent ici, qui sont toutes d'ailleurs issues de films de SF. Vous pouvez considérer que c'est une des suggestions de films si vous ne les avez pas vus, puisque tout est très bien. Donc 2001, l'Odyssée de l'espace, voilà, l'homme s'est toujours augmenté par la technique. Donc le transhumanisme voudrait par exemple guérir toutes les maladies, avoir la possibilité, par exemple, de créer un génome humain qui serait exempt de toute prédisposition à
à toutes les maladies génétiques, toutes les maladies dégénératives possibles et tout. Par exemple, même pas forcément des maladies atroces, mais ça peut être des trucs beaucoup plus basiques, comme par exemple la myopie, etc. On pourrait très bien avoir des gènes à la base qui nous permettent de nous prévenir de toutes ces maladies, un peu à la manière d'un vaccin qu'on peut avoir aujourd'hui. On parle également de guérir, alors je vais utiliser ici des guillemets, de guérir du sommeil, c'est-à-dire permettre aux gens de ne dormir plus qu'1 heure par jour de manière à être super réveillés, super efficaces, et donc considérer le sommeil comme une forme de maladie dont on pourrait guérir. C'est intéressant. Et enfin, donc, l'apothéose de toutes ces promesses transhumanistes, c'est ce qu'ils appellent la mort de la mort, c'est-à-dire devenir immortel. Ça, c'est pour les plus hardcore de l'école américaine, qui disent donc voilà, on va devenir immortel. Certains dans cette salle vivront 1000 ans. Bon, il y a des gens qui disent ça, c'est peut-être un peu exagéré, mais l'école française est un peu plus modérée sur ce sujet et nous dit que la mort de la mort est avant tout un slogan marketing et qu'il faut plutôt parler d'ammortalité plutôt que d'immortalité. La mortalité étant l'allongement radical de l'espérance de vie en bonne santé. Donc en gros, vivre 3 ans comme si on avait 25 ans pendant 300 ans. Le transhumanisme, dans cette hypothèse d'amélioration, présuppose le passage donc d'une médecine curative à une médecine améliorative, c'est-à-dire qu'on arrête de prévenir ou de guérir des maladies, mais on passe carrément dans le champ de l'amélioration. Et comme vous l'avez peut-être deviné à mon ton légèrement ironique depuis le début de cette présentation, c'est à partir de là qu'on n'est plus d'accord. On parle donc d'humain amélioré. La question donc... c'est amélioré par rapport à quoi? Donc ici, par exemple, on a un exemple. Je ne connais pas par cœur mon PowerPoint, donc du coup, je suis un peu de retard dans les diapos, excusez-moi. Ici, donc, c'est une pub réelle de la société Humai, qui est une société américaine de transhumanisme qui se propose donc d'utiliser la robotique pour améliorer l'espèce humaine et donc qui vise un transhumain qui est finalement une amélioration de l'espèce, donc ça je l'ai déjà dit, qui ferait plutôt penser, plutôt qu'à la figure du monstre popularisée par certaines œuvres de science-fiction, en fait la majorité des œuvres de science-fiction, qui propose donc de voir le transhumain du futur plutôt comme un surhomme nietzschéen, c'est-à-dire finalement l'évolution suivante de l'espèce qui regarderait l'humain que nous sommes aujourd'hui avec mépris, amusement ou honte, un peu comme nous regardons, donc ça c'est l'exemple de Nietzsche, un peu comme nous regardons nous aujourd'hui un chimpanzé ou un gorille, c'est-à-dire avec amusement ou honte, en pensant que nous venons de là. Donc on parle d'amélioration de l'humanité, et il est légitime de se poser la question de ce que veut dire cette amélioration. Qu'est-ce que ça veut dire un humain augmenté? Augmenté par rapport à quoi? Et surtout, la question n'est pas trop du comment on va s'augmenter, de pourquoi et de qu'est-ce que ça veut dire s'augmenter. Le transhumanisme, donc ici Ghost in the Shell, le dessin animé, le seul, le vrai, pas celui qui est sorti cette semaine. Donc l'humain augmenté présuppose qu'on va prendre les traits de l'humain actuel et qu'on va les faire passer à la vitesse supérieure. Par exemple, on peut parler d'amélioration de l'intelligence. C'est une question qui revient régulièrement et que les transhumanistes disent volontiers. Est-ce que vous ne voulez pas être plus intelligent? Est-ce que vous ne voulez pas que les gens autour de vous soient plus intelligents? Alors je vous pose la question, est-ce que vous ne voulez pas que les gens soient plus intelligents? Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, a priori, pour que les gens soient, et nous-mêmes, qu'on soit plus intelligents. Sauf que l'intelligence, c'est pas si facile que ça à définir et encore moins à augmenter. L'intelligence, il y a des débats sur la nature de l'intelligence entre philosophes, entre scientifiques, que ce soit par exemple en biologie ou en ethnologie, en psycho, etc. Bref, l'intelligence, chacun a sa définition. Est-ce que l'intelligence, c'est la vitesse de calcul, la vitesse de traitement d'une information qui passe par mes 5 sens et qui arrive dans mon cerveau, à partir de laquelle je peux décider d'une action à prendre en réaction à mon stimulus sensoriel? Est-ce que c'est ma mémoire et la capacité à me baser sur mon expérience du monde pour mobiliser une action? Est-ce que c'est mon empathie? Est-ce que c'est ma capacité de création? Toutes ces choses-là appartiennent à l'intelligence, toutes ces choses sont plus ou moins développées chez les uns et chez les autres, toutes ces choses participent d'une certaine forme d'intelligence et toutes ces choses ne sont pas forcément faciles à augmenter de la même manière. Donc l'intelligence n'est pas une jauge. On parlait de jeux de rôle tout à l'heure dans ma présentation, je pratique beaucoup les jeux de rôle. Dans un jeu de rôle, on a 10 en intelligence, on met 2 points, on a 12, c'est mieux que 10, donc on est augmenté. Mais la vraie vie, c'est pas ça.
La vraie vie, ce n'est pas une jauge dans laquelle il suffirait de rajouter du liquide dans la jauge pour la faire augmenter. Si on veut augmenter l'intelligence, comment on fait? Si on augmente par exemple mon cerveau, en me retirant tous mes neurones, alors c'est une hypothèse scientifique, c'est pas possible, on me retire tous mes neurones et on les remplace par de la fibre optique supraluminique pour me faire traiter de manière instantanée toutes les informations, je vais devenir extrêmement réactif. Est-ce que pour autant je serai plus intelligent? Je ne suis pas sûr. Il y a une confusion ici entre performance et progrès qui doit un peu nous rester en tête concernant les débats sur le transhumanisme. Il ne faut pas oublier qu'on ne pourra jouer pour des questions basiques et un peu rabat-joie de coûts et de coûts et de possibilités scientifiques, on ne pourra jouer que sur certains traits de l'amélioration humaine. En l'occurrence, par exemple, la vitesse de traitement d'une information, par exemple la mémoire, par exemple l'empathie, pourquoi pas, mais même augmenter l'empathie, ça paraît compliqué. Voilà, donc, jouer sur certains traits, ça veut dire designer l'être humain. Le design, alors peut-être ici il y a des spécialistes, ce qui n'est pas mon cas, mais a priori le design, ça a quand même un lien très fort avec la fonction que c'est supposé remplir. Et donc, si on veut designer l'être humain, la question est moins quelle forme est-ce qu'on va lui donner? Est-ce que j'aurai un cerveau mécanique ou un visage en acier ou des super conducteurs dans les veines? La question n'est pas trop la question de la forme, mais plutôt la question de la fonction. Si on veut me designer, si on veut orienter l'espèce humaine, c'est pour remplir quelle fonction? Bref, le transhumanisme veut prendre le contrôle de l'évolution humaine pour faire passer l'évolution qui est donc due à l'adaptation à un environnement, qu'il soit naturel ou pas naturel d'ailleurs, la faire passer de ces mécanismes neutres à une évolution qui soit à court terme, puisque c'est à l'échelle de la vie humaine ou de quelques générations à peine, ce qui n'est évidemment pas le cas d'une évolution naturelle qui se passe sur beaucoup plus longtemps, et veut l'orienter vers des stratégies et des objectifs qui sont des stratégies et objectifs pas forcément mauvais. D'ailleurs, qu'est-ce que le bien ou le mal? Enfin, on ne va pas forcément mettre de la morale là-dedans, mais vers des objectifs qui en tout cas sont des objectifs humains et qui vont être ceux de la personne qui aura les moyens d'améliorer ou pas l'autre. Donc ça soulève énormément de questions. Cette nature designée soulève énormément de questions. Qui va choisir? Qui aura droit à ces améliorations et dans quel but pourrons-nous poursuivre l'évolution de l'espèce humaine pour atteindre donc quel objectif? Il faut bien se rendre compte de quelque chose au passage, c'est que la nature augmentée, ce n'est pas de la science-fiction pour le coup. La nature augmentée, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, depuis toujours. Et ça prend aujourd'hui des formes variées, que ce soit sur les plantes, les animaux ou l'environnement. On design les animaux en croisant les espèces de manière à les faire tendre vers les objectifs qu'on veut avoir. C'est pour ça qu'il y a autant de races de chiens. Et on design également la nature, éventuellement en brevetant certaines semences et certaines plantes, de manière à, par exemple, faire pousser du blé dans le désert ou prémunir nos plants de tomates contre tel ou tel parasite. Donc la nature designée, ce n'est pas du tout une idée théorique. La nature designée, ça existe. Et la question qu'on se pose ici et maintenant, c'est est-ce que l'humain doit rentrer dans cette idée? Ça, c'est pour la suite. Ah. Vous avez vu un aperçu de la suite. Donc, en conclusion de cette première partie, je dirais que l'homme augmenté n'est peut-être pas un monstre. En tout cas, ce n'est pas du tout la volonté de ceux qui promeuvent l'avènement de l'homme augmenté, ce n'est pas de créer des monstres. Mais on peut légitimement se poser la question de savoir si l'homme augmenté sera pour autant un surhomme nietzschéen, c'est-à-dire une évolution uniquement vers le meilleur de l'espèce, comme le promeuvent les transhumanistes. Donc, plutôt que de répondre aux questions que j'ai posées ici, c'est-à-dire qui va choisir, qui aura droit à ces améliorations et dans quel but, ce n'est pas forcément le sujet ici, éventuellement on en discute après si vous voulez. Je vais plutôt mettre l'accent sur toujours l'idée d'amélioration pour répondre à ma question de base, à savoir le transhumain est-il un monstre, et la question qui en découle, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme augmenté, qu'est-ce que le transhumain. Il y a un truc qu'il faut bien dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'on est tous déjà plus ou moins des transhumains. On se dote aujourd'hui de pouvoirs surhumains, donc au sens propre. Je ne veux pas dire par là qu'on est des X-Men ou des Superman en puissance, mais qu'on est déjà capable de faire énormément de choses
qui nous sont impossibles avec les capacités normales de l'espèce humaine. Par exemple, je ne peux pas publier en ligne des informations, des photos de mes vacances ou des articles qu'ils soient sur tel ou tel sujet par mon cerveau. Même en m'entraînant très fort, je peux y passer toute ma vie, ça va être compliqué si je n'ai pas un ordinateur ou un accès Internet au moins. Je ne peux pas voler si je n'ai pas un deltaplane, un avion, un jetpack ou tout autre dispositif technologique me permettant de voler, et ainsi de suite. Donc on se dote de pouvoirs surhumains, et l'exemple le plus évident du transhumanisme aujourd'hui dans le monde réel est un exemple qui va peut-être vous parler, puisque je suspecte certains d'entre vous d'être concernés. C'est mon cas, c'est l'espèce de pseudopode rectangulaire, le Black Mirror qu'on a tous plus ou moins dans notre poche, qui ressemble à ça, et qu'on appelle un smartphone. Ce smartphone, donc téléphone intelligent, c'est ce que ça veut dire. Bon, c'est ni un téléphone ni intelligent, mais c'est un objet qu'on a souvent tort de réduire justement à un objet. C'est-à-dire que le smartphone n'est pas qu'un objet, le smartphone c'est une partie de soi, et d'ailleurs c'est là que je mets ça. Le smartphone c'est une partie de nous-mêmes. On est tous des nomophobes en puissance. Alors la nomophobie, c'est la peur de se passer de son portable. C'est une nouvelle maladie qui existe. Donc si vous croyez vraiment que votre smartphone n'est qu'un objet et que ce n'est pas une partie de vous, je vous mets au défi de l'échanger avec quelqu'un d'autre, même un de vos amis proches, pendant une semaine, ou de le laisser chez vous pendant une semaine et de voir si vous n'allez pas tripoter vos poches en panique totale tous les quarts d'heure. Enfin, toutes les 15 secondes en fait. Donc voilà, le smartphone nous dote de pouvoirs absolument surhumains en permanence et nous prolonge, nous permet en permanence d'accéder à ces pouvoirs. On est devenu dépendant à nos smartphones à une vitesse assez impressionnante d'ailleurs. Et donc on s'adonne à tout un tas de connexions, à tout un tas d'échanges et de communications à l'aide du smartphone qui nous permet d'accéder à ces pouvoirs surhumains. Soit dit en passant, donc le smartphone, donc téléphone intelligent, appartient donc à la catégorie des objets intelligents, donc tous les dispositifs qu'on commence à voir partout, les montres connectées, les bracelets connectés, jusqu'au frigo intelligent et la voiture intelligente qui arrive. Il est quand même assez intéressant de noter le glissement sémantique du terme intelligent, puisqu'on appelle intelligent un frigo qui envoie un texto quand votre brique de lait est périmée, et une voiture intelligente, une voiture qui est capable de se piloter toute seule. Et d'ailleurs, la ville intelligente, c'est jamais qu'une ville bourrée de caméras de surveillance. Donc, cette idée d'intelligence, finalement, est basée uniquement sur une idée d'optimisation, de quantification, de calcul sur du chiffre et du chiffre, bref, sur une certaine forme d'intelligence, qui peut-être est une forme d'intelligence, je ne dis pas le contraire, mais qui, en tout cas, n'est pas toute l'intelligence. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, l'intelligence, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une vision du monde qui est rationalisante, qui est en fait issue de l'économie, et qu'on développe dans à peu près tous les aspects de notre vie, grâce au smartphone notamment. Je pense par exemple à toute cette tendance qu'on appelle le quantified self, la quantification personnelle, qui consiste à mettre des statistiques sur tous les aspects de notre vie, notre footing, notre régime, notre grasse mat, savoir si notre sommeil est bien optimisé, si ce qu'on a mangé hier rentre bien dans notre régime et si nos calories ont bien été brûlées en nombre suffisant. Donc tout ça, c'est la star de Noël dernier, hein. C'est pas du tout de la science-fiction non plus. On a vendu énormément de montres intelligentes, etc. Et encore une fois, intelligentes, bon. De la même manière, on est dans une société qui a pris l'habitude d'absolument tout noter. On veut des notes, absolument tout, partout, tout le temps. On note les bouquins qu'on lit, on note les films qu'on va voir, on note les recettes qu'on a essayées chez nous et on note mal la recette si c'est nous qui avons fait cramer notre plat, et ainsi de suite. Bon, là, je suis un peu ironique, mais toujours est-il qu'on aime bien les notes parce que tout ça appartient à peu près à la même idée d'intelligence qui est derrière et qui est extrêmement promue en général dans notre monde actuel. Qui est finalement une forme de start-upisation de l'individu. Alors je m'excuse pour ce barbarisme. La start-upisation de l'individu nous invite, chacun d'entre nous, à nous considérer comme une petite entreprise avec des coûts et des gains qu'il faudrait optimiser dans tous les aspects de notre vie. Nous avons donc un capital sommeil, un capital soleil, un capital nutritif, un capital culturel, un capital tout ce qu'on veut. Et comme tout capital, il nous faut le faire fructifier, il nous faut le placer avec beaucoup de
en faisant très attention. Et nous devons toujours faire attention à notre capital dans tous les aspects de notre vie. Nous nous comportons donc comme des entreprises. Pourquoi alors bien sûr tout ça est lié à l'uberisation dans lequel je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais pareil on en discute si ça vous intéresse. Donc cette idée, ce rapport au monde est un rapport essentiellement quantitatif, rationalisant et chiffré, qui relève finalement d'une peur de ne pas maîtriser. On nous a habitués à l'idée que nous pouvions être totalement libres de nos choix, que nous pouvions absolument décider de tout, maîtriser notre vie, notre destin, nos enfants, tout ce qu'on veut. Et donc nous devons pour ça baser une étude quantitative permanente de la moindre de nos actions. Cette étude quantitative nous incite donc à avoir des rapports statistiques sur tout ce que nous faisons, donc quantified self, j'y reviens pas, et relève finalement d'une forme de peur de la subjectivité, d'une peur de nos perceptions et de nos émotions propres, finalement d'une peur du monde sur lequel nous voulons apposer une interface facile à comprendre, donc chiffrée si possible, puisque les chiffres, nous a-t-on appris, c'est objectif, et qui nous permet de nous focaliser sur le résultat. Bref, le transhumain du futur risque fort d'être un humain qui a peur de lui-même, a peur de ses perceptions, qui peut-être se considère lui-même comme un monstre et qui voudrait s'améliorer puisqu'il a peur du monde et qu'il veut, donc, ne faisant pas confiance à ses émotions et ses perceptions propres, il veut qu'on lui dise quoi penser et donc pour ça, il demande à son petit assistant personnel. Qui pour l'instant, d'ailleurs, c'est la préhistoire. Il y a mieux qui arrive. Enfin, mieux. Voilà. Donc cette focalisation sur le résultat nous permet d'accéder à des pouvoirs qui sont nombreux, qui sont des pouvoirs certains sur le monde. Le GPS, par exemple, en est un. Ça me permet, dans une ville comme Limoges, où je n'ai jamais mis les pieds avant ce matin, de m'orienter très facilement, de me donner exactement le temps de trajet, le meilleur itinéraire pour aller là où j'ai besoin d'aller, quel que soit mon mode de déplacement, m'indique les bouchons, les radars, etc. etc. Et encore une fois, c'est la préhistoire, ce sera bien plus perfectionné plus tard. Bref, ce sont des pouvoirs immédiats sur le monde, très faciles d'accès, puisque finalement c'est beaucoup moins compliqué que de m'orienter dans la ville moi-même en essayant de lire les panneaux ou pire, parler à quelqu'un. Donc ça me permet tout de suite de pouvoir m'orienter. Je dis « Ok Google, emmène-moi à la fac ». Et il m'emmène à la fac. Et après je comprends qu'il y a 40 minutes de marche et j'étais bien content que vous veniez de me chercher. Merci d'être venu me chercher. Bref, on pourrait pourtant subtilement se demander si ces pouvoirs surhumains dont nous dote la technologie ne se doublent pas d'une manière un petit peu moins évidente que les pouvoirs certains qui vont avec, s'accompagner d'une certaine diminution de certaines capacités. Dans une perspective spinoziste, on pourrait se demander si les pouvoirs offerts par la technologie ne se font pas au détriment d'une certaine diminution de notre puissance d'agir sur le monde. C'est-à-dire, est-ce qu'en déléguant ma compétence, par exemple à m'orienter, à la technologie, en demandant à mon smartphone de faire pour moi, est-ce que je ne perds pas insidieusement la capacité à m'orienter par moi-même? Donc cette idée que je défends va éventuellement avec une autre, c'est-à-dire qu'à mon sens, on a tout à apprendre à apprendre. Donc ça, c'est pour la diminution de la puissance d'agir sur le monde. Ça vient du film Wall-E des studios Disney Pixar et que je vous incite à voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin de ce film, quand tous les fauteuils et le vaisseau tombent en panne, tous les petits bonshommes humains rebondissent partout puisqu'ils ont oublié comment on marchait avec leurs jambes. Voilà, c'est pour l'illustration, bien sûr. On a pourtant tout à apprendre, et donc les apports de l'apprentissage, bien sûr, n'ont pas uniquement trait au résultat qui en est attendu. Pour le dire autrement, on pourrait dire que tout ce qu'on fait dans la vie contribue à nous faire. On pourrait parler par exemple des examens. Vous êtes nombreux dans la salle à être étudiants. Vous devez sans doute savoir que le but final de l'examen, qui est éventuellement la note ou ce que vous allez noter sur votre copie, n'est pas le but recherché par l'examen lui-même, que l'examen est en fait un prétexte pour vous faire travailler, vous faire prendre des habitudes d'une discipline de travail, etc., vous faire éventuellement
acquérir la gymnastique d'apprendre certaines connaissances éventuellement qui ne vous intéresseraient pas et pour lesquelles vous devriez faire un effort de volonté. Bref, vous demandez de vous forger chemin faisant dans un but qui est un but de validation au final, mais qui n'est pas forcément le but recherché à la fin. Tout le monde sait bien que ce n'est pas le diplôme qu'on a à la fin qui est en soi notre compétence, c'est le chemin fait pour arriver jusque-là. On pourrait prendre un autre exemple avec les arts martiaux notamment, et tous les pratiquants des arts martiaux pourront vous dire que dans les arts martiaux tels qu'ils pratiquent, surtout à un très haut niveau, en tout cas à partir d'un certain niveau, le but est souvent un peu plus subtil que juste la capacité à casser la gueule de son adversaire. Le but des arts martiaux est de se connaître soi-même intimement et d'être capable ensuite, par une discipline personnelle et par un rapport au monde qui en se trouve entièrement changé, d'être capable de mobiliser ses apprentissages dans tous les aspects de sa vie. De la même manière avec les études, le but recherché, c'est bien plus de se forger pour après utiliser tous ces apports sur l'ensemble de sa vie que le résultat final. Pourquoi une image de Matrix ici ? Parce que, bien sûr, dans Matrix, ils se téléchargent des données immédiatement dans leur cerveau et ils sont capables d'apprendre tout ce qu'ils veulent comme ça. Et donc, ça illustre l'idée d'un apprentissage immédiat. Donc, on est bien d'accord que le résultat recherché n'est pas forcément... enfin, on est bien d'accord, ce que je dis, que le résultat donc, recherché n'est pas forcément le vrai but de l'apprentissage, en tout cas que c'est une erreur de se focaliser sur le seul résultat, puisque en déléguant toutes nos tâches à la machine, il ne faut pas oublier une certaine forme de soumission à cette machine. Si je délègue toutes mes compétences et toute ma capacité à agir sur le monde à des dispositifs variés et bienveillants qui sont tout autour de moi, une forme de techno-cocon qui m'entoure et m'assiste en toutes choses dans ma vie, je suis soumis à l'UX, au design. Donc l'UX, c'est User Experience, c'est la manière dont le logiciel est conçu ou dont l'ergonomie plutôt du dispositif. Donc je suis soumis à son design, à son UX, je suis soumis aux fonctionnalités qu'il me propose ou qu'il ne me propose pas. Je suis soumis à ses conditions d'utilisation. Qui d'entre vous a lu les conditions d'utilisation de Facebook en entier? Voilà. Je suis soumis également à sa manière d'ordonner et de réfléchir, entre guillemets, bien sûr, les machines ne sont pas forcément capables de réfléchir, mais toujours est-il qu'elles induisent un certain rapport au monde. Et je suis donc soumis, en utilisant ces technologies, et surtout si je délègue mes compétences à ces machines, je suis soumis au rapport au monde qu'elles induisent. Je vais prendre un autre exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué au jeu vidéo qui s'appelle GTA. C'est un jeu de banditisme dans lequel on vole des voitures et on écrase des gens. Si vous avez déjà essayé de voler une voiture dans GTA pour respecter le code de la route, et donc de vous arrêter au feu rouge et donc d'essayer de prendre les virages sans déraper et embouteiller tout autour de vous, vous aurez sans doute remarqué que ce n'est pas possible. En tout cas, c'est extrêmement compliqué. Quand on conduit une voiture dans GTA, on dégomme tout ce qu'il y a autour, même si on essaie d'être le plus prudent possible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas fait pour ça, tout simplement. C'est un jeu dans lequel on est censé faire des courses-poursuites contre la police, et donc le jeu est orienté dans cette direction. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que la technologie n'est jamais neutre. Une technologie est toujours créée dans un but utilitaire, une technologie a toujours un objectif. Et en l'occurrence, l'objectif de GTA, c'est de faire des courses-poursuites, essentiellement. Donc, les objectifs de la technologie peuvent être variés. Ça peut être des objectifs pour moi, l'utilisateur, donc en l'occurrence, faire une course-poursuite et m'amuser. Et ça peut être aussi un objectif pour son concepteur. Alors l'exemple du jeu vidéo est peut-être moins valable ici. Je vais prendre un autre exemple qui s'appelle Facebook et que vous connaissez peut-être. Facebook, donc, c'est un réseau social et comme toute technologie, il a été conçu dans un but, il a été conçu à grand renfort d'investissements extrêmement chers de la part de ses concepteurs, des milliers d'heures de développement par des équipes extrêmement nombreuses et expertes. Et donc Facebook poursuit des objectifs. Facebook est entièrement gratuit au sens où il ne demande aucun paiement de la part de ses utilisateurs, donc les utilisateurs particuliers, c'est-à-dire nous, et pourtant il nous met à disposition tout un tas de pouvoirs parfaitement efficaces, c'est jamais un bug, tout à fait accessible de partout, etc. Et tout ça pour pas un rond. Donc c'est fabuleux. Mais quel est l'objectif derrière cette délégation de pouvoir et derrière cette proposition qui nous est faite d'utiliser le logiciel ? De la part de Facebook, l'objectif est le suivant.
Facebook a besoin d'un vivier le plus large possible de cerveaux dépendants qui passent le plus de temps possible sur sa plateforme. Pourquoi je dis cerveau? Parce que ça reprend l'expression du patron de TF1 à une époque qui expliquait que son boulot à lui, c'était de vendre du temps de cerveau à Coca-Cola. Facebook, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Facebook doit vendre du temps de cerveau à ses annonceurs. Et donc, pour ça, Facebook fait en sorte d'être le plus efficace possible pour nous, d'être le plus pratique possible pour nous, d'être le plus incontournable possible dans nos vies, de manière à nous faire connecter tous les jours, tout le temps, 40 fois par jour minimum. Donc Facebook, finalement, est comparable à une treilleuse automatique. Treilleuse pour les annonceurs, parce que ça traite leur argent. Si vous avez déjà géré une page sur Facebook, vous pouvez voir que c'est largement suggéré vous suggérer de payer pour augmenter la visibilité de vos publications. Et également treilleuse pour les utilisateurs qui ne payent rien, certes, mais qui, en échange, donnent la totalité de leurs données personnelles, ou en tout cas le plus possible, pour pouvoir ensuite être ciblés par Facebook, qui nous vendra donc de la publicité. Qui nous proposera donc de la publicité qu'il vendra à ses annonceurs plus tôt. Donc Facebook est une treilleuse automatique. Je vais reprendre un peu de distance avec ça et parler maintenant de Google, en citant Tristan Nitto, qui est l'auteur du livre Surveillance, qui intervenait récemment dans un débat organisé par le Mouton Numérique, et qui nous rappelait que l'objectif de Google dans les prochaines années, c'est que l'utilisateur se réveille un matin et demande « Mais Google, que dois-je faire aujourd'hui ?» Et Google de lui répondre. Donc Google a confirmé d'ailleurs cette volonté-là, non seulement parce que ce terme... notamment parce que cette idée de dire Google, que dois-je faire aujourd'hui, ça vient de son président, d'une part, et d'autre part, la semaine dernière, Google a annoncé la fin programmée du moteur de recherche du même nom, alors pas tout de suite, mais à échéance de quelques années, pour promouvoir en échange ce qu'ils appellent poétiquement l'âge de l'assistance, c'est-à-dire que vous n'irez plus sur un moteur de recherche poser une question, mais que vous serez irrigué en continu de dispositifs Google qui, à chaque instant de votre vie, vous fournira les réponses aux questions que vous ne vous êtes peut-être pas encore posées. Bien sûr, on peut ironiser en se demandant si l'âge de l'assistance n'est pas finalement une autre manière de dire l'âge des assistés, que seraient les transhumains connectés de partout avec des cerveaux remplacés par Google. Pourquoi je parle de Google et de Facebook en termes ironiques? C'est parce que les GAFA, donc encore une fois Google, Amazon, Facebook, Apple, sont de très gros investisseurs en transhumanisme. Les plus gros investisseurs en fait, que de nombreux cadres chez eux défendent largement cette idéologie. Et on peut parler de Ray Kurzweil, par exemple, qui est l'un des papes du transhumanisme et qui est directeur de recherche ou un truc comme ça chez Google. Et donc ces industries qui sont aujourd'hui parmi les entreprises les plus puissantes du monde ont bien sûr un avis sur la question et que ce n'est absolument pas une théorie du complot. Donc, dans cette perspective, le transhumain du futur, on a vu que la volonté n'est pas du tout d'en faire un monstre, un cyborg avec des mitrailleuses à la place des bras comme Terminator, et il est quand même très improbable d'imaginer que ce serait un surhomme vu le rapport actuel des technologies à l'humanité et de l'humanité aux technologies. Dans cette perspective, le transhumain serait plutôt un assisté au sens propre, c'est-à-dire qu'il serait en permanence irrigué de technologies d'assistance auxquelles il délèguerait une part croissante de son pouvoir et qui le rendrait bien sûr dépendant. On l'a vu avec l'exemple du téléphone portable. Je vous laisse imaginer maintenant, si c'est des puces sous votre peau, à quel point il sera facile de s'en passer une journée. Donc, le transhumain risque d'être un humain qui ne sait plus faire sans la technologie, qui sera designé par elle pour remplir certains objectifs. Et les objectifs, bien sûr, on peut, encore une fois, comme je l'ai évoqué précédemment, se demander si ce sont ses objectifs propres à lui-même ou si ce sont les objectifs des concepteurs des technologies. Bref, le transhumain en puissance, j'ai aucune idée de... Non, c'est bon. C'est bon ou c'est pas bon? Ouais. Bah, ça tombe bien, j'ai presque terminé. Donc le transhumain en puissance a plus de chances de ressembler à une poule pondeuse transgénique élevée en batterie qu'à un surhomme ou un monstre.
c'est-à-dire tout simplement une matière première exploitée par des sociétés privées poursuivant leurs propres objectifs. Je citerai pour terminer un jeu de mots de Bernard Stiegler, qui est philosophe et qui réfléchit énormément à ces questions, et qui nous rappelle qu'entre transhumance et transhumanisme, il n'y a que quelques lettres de différence, et que la transhumance, c'est l'art de s'occuper du bétail. Merci.